Il disait que les mâts n'avaient pas leur place dans les équipes, puis ils l'ont jeté dans l'enclos, avec 3 Malinois affamés pour le prouver. Le sergent d'état-major Lennox Thorne s'est écrasé au sol, goûtant le sang et le sable, tandis que 6 Navy Seals riaient et claquaient à la porte grillagée derrière elle. 54 kilos de muscles et de crocs l'entouraient dans l'obscurité, grognant bas, les poils hérissés. Le plus grand mâle s'était lancé en avant. Les crocs découverts, mais ce que ses opérateurs ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'était que le petit tatouage caché sous sa manche racontait une histoire qui ferait regretter à chacun d'eux de ne pas lui avoir demandé son nom avant d'essayer de la briser. Les chiens ont reconnu ce que les hommes refusaient de voir. Et en 30 secondes, tout ce qu'ils croyaient sur la faiblesse allait se briser en 1000 morceaux. La base navale amphibie de Coronado était enveloppée d'une épaisse couche marine à 0,5 à 30. Le genre de matinée froide et grise qui transformait l'haleine en brouillard et rendait chaque son étouffé et distant. Le sergent d'état-major Lennox Thorne se tenait au repos devant le complexe de la SEAL Team 7. Ses bottes de combat plantées à largeur d'épaule sur le béton encore humide de la bruine nocturne. Elle avait 28 ans, mesurait 1,68 m, avec une silhouette compacte qui évoquait plus un fil sous tension qu'une masse imposante. Son uniforme de combat de l'armée était impeccablement repassé, les manches roulées précisément jusqu'au milieu de l'avant-bras, révélant des avant-bras marqués de vieilles cicatrices ressemblant à des brûlures de cordes et une cicatrice chirurgicale plus récente courant le long de son poignet gauche. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon réglementaire serré, et son visage n'exprimait rien du tout. Ni hostilité, ni nervosité, juste une sorte de calme posé qui mettait les gens mal à l'aise quand ils la regardaient trop longtemps. Elle ne s'agitait pas, elle ne vérifiait pas sa montre. Elle attendait simplement. La porte du complexe était en grillage surmonté de fils barbelés. Et au-delà, elle pouvait voir les bâtiments bas où certains des hommes les plus dangereux de l'armée s'entraînaient et vivaient. Quelques-uns d'entre eux passaient sur le chemin de la salle à manger, la jetant un regard avec le genre d'évaluation neutre que les vétérans de combat réservent à tout ce qui est nouveau dans leur environnement. Aucun ne hochait la tête, aucun ne parlait. Le maître principal, Warren Casey, est enfin apparu de l'intérieur du bâtiment administratif. Un homme aux épaules larges, la quarantaine bien tassée, avec une coupe haute et serrée grisonnante et un visage qui semblait taillé dans du bois dur. Il portait un porte-bloc et marchait avec la démarche lourde et délibérée de quelqu'un dont les genoux avaient subi trop de chocs violents. Il s'est arrêté à 1 mètre d'elle et l'a toisée de haut en bas sans cacher son scepticisme. Si vous regardez depuis n'importe où dans le monde, restez avec nous. Cette histoire va plus loin que quiconque ne l'avait prévu. Et si vous appréciez les vraies histoires sur de vrais héros, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Casey lui a dit qu'elle était en avance. Thorne a répondu qu'elle était à l'heure. Il a répété la même chose, juste plus fort, comme si le volume pouvait changer les faits. Puis il l'a informé qu'elle logerait dans les baraquements de transit de l'autre côté de la base, pas dans la zone de l'équipe, et que ses heures de travail seraient dictées par des horaires d'entraînement qu'elle ne connaîtrait que chaque matin. Il a clairement indiqué que c'était une affectation temporaire via le détachement de soutien K9 de l'USSCOM, qu'elle était là pour évaluer la préparation opérationnelle et que si elle causait des problèmes ou ne donnait pas de résultats, elle partirait dans les 48 heures. Elle a dit qu'elle comprenait, ce qu'il n'a pas demandé, ce que personne ne demandait jamais. C'était pourquoi un sergent d'état-major avec 8 ans de service accepterait une affectation latérale préjudiciable à sa carrière que la plupart des maîtres chiens évitaient, ou pourquoi son épaule gauche portait une marque de bronzage pâle, en forme exacte d'un écusson qui ne correspondait à aucune unité conventionnelle de police militaire ou de chien militaire dans l'armée. Ou pourquoi, quand elle a signé le registre d'arrivée, son écriture était le script mécanique contrôlé de quelqu'un formé à rédiger des rapports d'opération sous pression temporelle. Casey lui a remis une carte clé et lui a dit de se présenter au chenil à 07 à 00. Puis il s'est éloigné sans attendre de confirmation, comme si elle avait déjà été effacée de sa mémoire. Lennox Thorne est née à Fairbanks, en Alaska, d'un père qui travaillait comme pilote de brousse et d'une mère décédée d'un anévrisme cérébral quand Lennox avait 6 ans. Elle a grandi dans une ville où la température descendait à 40 degrés en hiver et où l'on apprenait tôt que l'hésitation tuait.
Son père, Michael Thorne, était un homme discret qui avait servi 2 tours au Vietnam comme ingénieur de combat. Il a élevé sa fille avec la conviction que le monde se fichait de vos sentiments et que la compétence était la seule monnaie qui comptait. Il lui a appris à piloter un Cessna 172 avant qu'elle puisse légalement conduire. Il lui a appris à vider un caribou, à naviguer aux étoiles quand le GPS tombait en panne et à réparer un moteur avec rien d'autre qu'un Leatherman et de la patience. Mais la leçon la plus importante est venue quand elle avait 12 ans et qu'elle l'a aidé à entraîner son chien de tête de traîneau, un husky sibérien nommé Kodiak. Son père lui a dit « Les animaux ne mentent pas, les gens sourient et mentent en face. Mais un chien te dira la vérité avec ses yeux et son corps. Et si tu apprends à écouter, tu ne seras plus jamais trompé. » Elle s'est engagée dans l'armée à 18 ans, a obtenu un score assez élevé à l'ASVAB pour choisir sa spécialité et a opté pour la police militaire avec l'objectif explicite d'entrer dans le programme de chien militaire. Elle voulait travailler avec des chiens, pas avec des gens. Les gens la décevaient. Les chiens, non. À 22 ans, elle était une maître chien certifiée pour chien militaire, stationnée à l'aérodrome de Bagram, effectuant des patrouilles de détection d'explosifs avec un Malinois belge nommé Grit. Ce déploiement a tout changé. C'était en juillet 2019. Au cœur du retrait. Mais tandis que les éléments des forces spéciales menaient encore des opérations ciblées, elle était attachée à l'ODA 71915 pour effectuer des nettoyages de villages dans une zone contestée de la province de Helmand. La mission était routinière jusqu'à ce que Grit alerte fermement sur une porte qui semblait claire. Le chef d'équipe, un capitaine nommé Voss, lui a ordonné de passer outre. Grit a refusé, plantant son corps sur le seuil. Voss a haussé la voix, lui disant qu'elle devait contrôler son animal. Thorne a tenu sa position et a dit que le chien n'avait jamais tort. Voss est passé devant elle, a poussé la porte lui-même et a déclenché une plaque de pression reliée à 7 kilos d'explosifs artisanaux remplis de billes et de clous rouillés. L'explosion l'a tuée sur le coup. Elle a blessé 2 autres opérateurs. Thorne s'est réveillé 3 jours plus tard au centre médical régional de Landstuhl avec un poignet gauche brisé maintenu par une plaque de titane et 7 vis, une commotion cérébrale sévère. Et la nouvelle que Grit était mort d'une blessure par shrapnel subie en protégeant son corps avec le sien. Ils lui ont décerné une Bronze Star avec dispositif V pour avoir tenu sa position sous le feu afin de traiter les blessés jusqu'à l'arrivée de l'évacuation médicale. Ils ont reconstruit son poignet avec du matériel qui lui ferait mal chaque fois que la température baissait. Ils lui ont assigné un nouveau chien et l'ont autorisé à redéployer après 6 mois de thérapie physique. Mais ce qu'il ne pouvait pas réparer, c'était la rage froide qu'elle ressentait chaque fois que quelqu'un avec un grade et un ego décidait qu'il en savait plus qu'un animal entraîné. Ou la culpabilité qui pesait sur sa poitrine comme une pierre parce que Grit avait eu raison et qu'elle n'avait pas été assez ferme pour empêcher un homme de se tuer. Après ce déploiement, elle a été recrutée dans un programme conjoint qui n'existait pas officiellement, une unité expérimentale SOS, intégrant des équipes de chiens militaires directement dans les forces spéciales pour des environnements à haut risque. L'entraînement était classifié, les missions n'étaient jamais discutées. Pendant 3 ans, elle a travaillé dans des endroits qui n'apparaissaient pas sur les cartes officielles avec des opérateurs dont elle était ordonnée d'oublier les noms, faisant un travail qui ne serait jamais reconnu dans aucun dossier de service. Le tatouage sur son épaule gauche, caché sous la manche de son uniforme, était simple. Une empreinte de pâte noire avec un seul mot dessous en lettres majuscules nettes, Grit. En dessous, Petit Canine Juliet 7. Elle le touchait parfois sans y penser, comme une autre personne toucherait un médaillon religieux. Elle a quitté le programme 6 mois plus tôt pour des raisons que personne n'a demandées et qu'elle n'a pas offertes. Quand le SOCOM l'a contactée pour une affectation temporaire d'évaluation à Coronado, elle a accepté non pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais parce que des chiens mal entraînés tuaient des opérateurs et qu'elle ne permettrait pas que cela se reproduise. L'installation pour chiens militaires de la SEAL Team 7 était nichée dans un coin du complexe qui sentait le désinfectant, le béton humide et le stress. Elle abritait 8 chiens, 6 Malinois belges et 2 bergers allemands, chacun dans un enclos individuel grillagé, avec des sols en béton et des bols d'eau en acier boulonnés à la clôture. Les chiens étaient maigres et durs, observant l'approche de Thorne avec le genre de concentration lasse.
qui signifiait qu'ils avaient été travaillés, mais pas bien. Le maître chien senior était le sous-officier de deuxième classe Bridger Coltrane, 26 ans, 1,93 m et 104 kg, avec le genre de confiance facile qui venait d'être physiquement imposant et de n'avoir jamais été sérieusement remis en question. Il portait ses cheveux blonds un peu plus longs que le règlement et s'appuyait contre la porte du chenil, les bras croisés. Quand Thorne est arrivé à 07 Azov, il lui a dit que le programme fonctionnait bien. Il lui a dit qu'il maintenait un bon rythme opérationnel et que les chiens avaient bien performé lors des récentes évolutions d'entraînement. Il lui a dit que les équipes SEAL n'avaient pas besoin d'un maître chien de l'armée pour auditer leur travail et que si elle avait des préoccupations, elle pouvait les écrire dans un rapport et qu'il le classerait là où allaient ces rapports. Thorne a demandé à voir les journaux d'entraînement et les dossiers médicaux. Coltrane a dit qu'ils étaient verrouillés dans le bureau et que le maître du chenil avait la clé. Elle a demandé quand les chiens avaient été évalués pour la dernière fois par un vétérinaire. Il a dit le mois dernier. Elle a demandé pourquoi le plus grand malinois mâle nommé Avoc favorisait sa patte avant droite quand il se déplaçait. Coltrane a dit que le chien allait bien, juste vieux. Elle laisse passer devant lui sans demander la permission, a ouvert la porte de l'enclos de Havoc et s'est agenouillée à 60 cm du chien. Havoc a grogné bas, les oreilles plaquées, les lèvres retroussées pour exposer ses canines. Thorne n'a pas parlé, n'a pas bougé. Elle a simplement tenu sa position avec les mains ouvertes et visibles, sa respiration lente et contrôlée. Après 40 secondes, Avoc a arrêté de grogner. Après 30 autres, il s'est avancé et a reniflé sa main tendue. Elle a passé ses doigts doucement le long de sa patte avant droite et a trouvé l'enflure immédiatement. Une inflammation dans l'articulation carpienne compatible avec des impacts répétés sur des surfaces dures sans intervalle de repos. Elle s'est levée et a dit à Coltrane que le chien avait besoin d'une évaluation vétérinaire dans les 24 heures et d'un service restreint jusqu'à autorisation. Coltrane lui a dit qu'elle ne donnait pas d'ordre dans son chenil. À Tenazo, la rumeur s'était répandue dans la zone de l'équipe que la nouvelle évaluatrice était une femme et qu'elle avait envahi l'espace de Coltrane en lui disant que ses chiens étaient mal gérés. À midi, 3 autres SEALs avaient trouvé des raisons pour passer devant les chenils. L'un d'eux, le sous-officier de première classe Rains, s'est arrêté et a demandé si elle avait vraiment été déployée ou si elle avait juste fait des exercices d'entraînement sur une base aux États-Unis. Thorne a dit qu'elle avait été déployée. Il a demandé où. Elle a dit Bagram et Helmand. Il a demandé quelle unité. Elle a dit que cette information n'était pas divulgable. Rains a ri et a dit que tous les imposteurs avec une histoire prétendaient faire du travail classifié et que si elle ne pouvait pas opérer avec de vrais casseurs de portes, elle devrait se contenter de promener des chiens détecteurs de bombes autour du périmètre. Cet après-midi-là, Coltrane a organisé une démonstration impromptue. Il a informé le maître principal Casey que si elle voulait une évaluation, l'équipe devrait voir ce que le programme pouvait vraiment produire. Une douzaine de SEALs se sont rassemblés près du garage des véhicules à 14 pour regarder. Coltrane a fait passer Havoc à travers un parcours de détection d'explosifs en véhicule. 8 véhicules avec des aides d'entraînement cachées dans les passages de roues, sous les châssis et les compartiments moteurs. Havoc en a trouvé 6 sur 8 en 11 minutes. Coltrane s'est tenu à la ligne d'arrivée, les bras croisés, fixant Thorne comme pour la défier de critiquer la performance. Thorne a demandé si elle pouvait faire courir un des autres chiens. Casey a dit qu'elle pouvait. Elle a choisi le plus petit malinois du programme, une femelle de 3 ans nommée Cypher, qui était signalée dans le journal d'entraînement comme ayant des problèmes d'agressivité et un faible taux d'alerte. Elle a passé 5 minutes seule avec Cypher dans son enclos, n'a pas donné d'ordre ni utilisé de récompense alimentaire. Elle s'est assise sur le béton, le dos contre le grillage, et a attendu. Cypher a fait les 100 pas pendant 2 minutes, puis s'est approché prudemment et a reniflé les bottes de Thorne. Thorne a tendu une main lentement, paume vers le haut, et a laissé le chien enquêter. Quand Cypher s'est approché plus près, Thorne a passé ses doigts doucement le long des côtes du chien et l'a senti tressaillir fortement du côté droit, une réaction de douleur. Il y avait du tissu cicatriciel sous la fourrure et une vieille blessure qui avait mal guéri. Quelqu'un avait frappé ce chien avec assez de force pour craquer des côtes. Quand Thorne s'est levé et a marché vers le parcours des véhicules, Cypher l'a suivi sans hésitation. Elles ont parcouru le circuit en quasi-silence. Thorne n'a utilisé que des signaux manuels et le langage corporel, pas d'ordres verbaux. Et Cypher s'est déplacée avec une concentration et une confiance qui n'existaient pas 10 minutes plus tôt. Elle a alerté sur les 8 aides d'entraînement en 4 minutes et 17 secondes
quand elle a indiqué la dernière cache, un dispositif simulé sous le pare-chocs arrière d'un Humvee. Thorne l'a récompensé en s'agenouillant et en pressant doucement son front contre la tête du chien pendant 3 secondes. Les Seals qui regardaient n'ont pas parlé. Le visage de Coltrane est devenu rouge. Sa mâchoire s'agitait, mais il n'a rien dit. Casey a observé sans expression, puis s'est tourné et est retourné vers le complexe. Ce soir-là, quelqu'un a utilisé un marqueur de peinture pour écrire le mot sur la porte des baraquements de transit de Thorne en lettres de 5 cm. Elle l'a effacé avec de l'alcool à friction et un chiffon de nettoyage et n'a pas déposé de rapport. Thorne s'est assise seule dans ses quartiers de transit à 20h30 avec les lumières éteintes et le dos contre le mur. La pièce mesurait 2,40 m sur 3 mètres, avec un lit métallique, une armoire murale et une seule fenêtre donnant sur le parking. Elle n'a pas allumé la lumière du plafond. Elle avait vécu dans des espaces plus petits, dans des endroits pires. Son poignet la lancinait. Il la lancinait toujours quand la couche marine arrivait, ou quand elle serrait trop fort ou travaillait l'articulation au-delà de ses limites reconstruites. Elle a fléchi ses doigts, lentement, sentant la plaque de titane se déplacer sous la cicatrice chirurgicale. Un rappel permanent que son corps était maintenu par du matériel et qu'il y avait des limites physiques qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle a pensé à Cypher, à la façon dont le chien avait tressailli quand ses côtes avaient été touchées. Une peur enfouie si profondément qu'elle s'était transformée en réactivité et à quel point il aurait été facile pour quelqu'un comme Coltrane de la déclarer inapte et de la faire euthanasier ou réaffecter à un rôle où elle ne travaillerait plus jamais. C'était ce qui arrivait aux chiens qui ne performaient pas. C'était ce qui arrivait aux gens aussi. S'ils montraient de la faiblesse devant le mauvais public, elle a pensé à Grit, à la façon dont il s'était planté dans cette porte et avait refusé de bouger, au capitaine Voss s'avançant avec une certitude absolue dans son propre jugement, au bruit de l'explosion et à l'odeur de chair brûlée et de cordite, et au poids du corps de Grit sur sa poitrine, quand elle a repris conscience dans les décombres, son sang imprégnant son uniforme. Elle avait fait une promesse à Landstuhl, allongée dans un lit d'hôpital avec son bras dans un plâtre et la morphine embrouillant ses pensées. Elle avait juré qu'elle ne permettrait plus jamais que l'arrogance de quelqu'un coûte la vie à un chien, qu'elle formerait des maîtres chiens qui écoutaient vraiment, qu'elle réparerait les systèmes défaillants, même si cela signifiait se battre contre des gens qui la surpassaient en grade et en nombre, et qui voulait qu'elle parte. Elle tenait cette promesse maintenant. Si Coltrane et son équipe voulaient la briser pour cela, ils étaient les bienvenus. Elle avait été brisée avant. Elle savait à quoi ressemblait l'autre côté. Et elle savait que le seul choix qui comptait était de rester à terre ou de se relever et de finir le travail. Elle s'est levée, a lacé ses bottes et est sortie dans le froid. Elle a couru 10 kilomètres à travers la base dans l'obscurité, son haleine se condensant dans l'air salin, son poignet reconstruite la faisant souffrir à chaque foulée. Quand elle est revenue, elle a pris une douche froide, s'est allongée sur le lit tout habillée et a dormi 4 heures sans rêver. Coltrane l'attendait dehors des chenilles à 06h30 le lendemain matin avec 5 autres SEALs et le maître principal, Casey, debout à 6 mètres derrière eux. Coltrane l'a informé que l'équipe avait des préoccupations sur sa capacité opérationnelle sous pression et qu'ils avaient organisé une évolution d'entraînement sur le terrain pour évaluer sa performance dans un environnement réaliste. L'évolution aurait lieu à l'installation d'entraînement urbain de la Naval Special Warfare, située à 3 km à l'intérieur des terres du complexe. Elle aurait 90 minutes pour planifier et exécuter un nettoyage de bâtiments avec un chien de son choix. Le scénario inclurait des menaces explosives inconnues, des objectifs sensibles au temps et des changements dynamiques dans la situation tactique. L'échec à respecter les normes entraînerait la fin de son évaluation et son renvoi de l'affectation. Casey n'a pas objecté. Il lui a dit d'être prête à partir dans 30 minutes. Thorne a sélectionné Cypher. Elle a passé 20 minutes à étudier le briefing du scénario, qui était délibérément vague et rempli d'informations contradictoires. La structure cible était un bâtiment en béton de 3 étages, conçu pour répliquer l'architecture urbaine trouvée en Irak et en Afghanistan, avec de multiples points d'entrée, des escaliers internes et plus de 40 pièces. Les renseignements indiquaient des explosifs possibles à des emplacements inconnus avec des mécanismes de déclenchement inconnus. Des acteurs joueraient des civils hostiles ou neutres,
Les règles d'engagement étaient ambiguës. Le chronomètre démarrait au moment où elle franchissait l'entrée principale. Elle a chargé Cypher dans un van de transport et a conduit jusqu'au site d'entraînement seul. Coltrane et les autres l'ont suivi dans 2 véhicules séparés. Le bâtiment se dressait au centre d'un terrain poussiéreux, entouré de bermes de terre et de tours d'observation vides. Il paraissait mort dans la lumière plate du matin, chaque fenêtre sombre. Thorne s'est agenouillé à côté de Cypher dehors du véhicule et a vérifié les yeux, la respiration et la posture du chien. Cypher était calme, concentré. Thorne a attaché une laisse tactique de 1,80 m à son harnais de travail et a marché vers l'entrée principale, sans regarder en arrière vers les hommes qui observaient depuis les véhicules. L'intérieur sentait la poussière de béton vieux et l'air vicié. Elle s'est déplacée méthodiquement, laissant Cypher travailler en avant sur la laisse, observant les oreilles et la position du corps du chien pour les alertes. Cypher s'est déplacée avec précision, la tête basse en scannant. À la 2e pièce du couloir principal, elle a alerté fermement, se figeant sur place, fixant une porte fermée. Thorne l'a marqué avec du ruban et a attendu. Cypher a fait un cercle et a alerté à nouveau, plus agressivement cette fois. Thorne l'a confirmé. Derrière la porte se trouvait une réplique d'explosif d'entraînement, une plaque de pression reliée à une charge de fumée. Elle a nettoyé le 1er étage en 19 minutes sans aucune menace manquée. L'escalier vers le 2e étage était étroit et raide. Cypher s'est arrêtée à la base, les oreilles aplaties. Thorne s'est arrêtée immédiatement. Elle a scanné les marches et n'a rien vu d'évident. Mais le langage corporel du chien ne mentait jamais. Elle s'est déplacée vers le mur et a examiné la 3e marche du bas avec une petite lampe LED. Là, un fil de déclenchement tendu sur le contre-marche à hauteur de cheville, presque invisible dans l'ombre. Elle l'a marqué et a continué vers le haut. Le 2e étage était un labyrinthe de pièces connectées. À mi-chemin, un acteur en vêtements de civil est sorti de derrière un cadre de porte et a commencé à crier en dari, une langue que Thorne comprenait de ses déploiements. Il n'était pas armé, n'avançait pas, mais bloquait le couloir. Elle a donné un avertissement verbal en anglais, a attendu 3 secondes, puis est passé le long du mur opposé avec Cypher positionné entre eux. Il n'a pas suivi. À l'extrémité du couloir, Cypher a refusé d'approcher une porte métallique fermée. Elle a alerté de 2,40 m de distance. Le corps raide. Thorne a vérifié le cadre, les charnières, la poignée. Pas de fil ou de dispositif visible. Mais quand elle s'est agenouillée et a posé sa paume contre la base de la porte, elle a senti une faible vibration. Elle l'a marqué comme une menace possible à détonation commandée et a contourné la pièce entièrement. Elle était à 78 minutes dans l'évolution quand une explosion simulée s'est déclenchée au 1er étage en dessous d'elle. De la fumée théâtrale non toxique a commencé à monter par l'escalier. Une voix par haut-parleur a annoncé une victime. Un personnel blessé simulé situé au 3e étage, nécessitant une extraction immédiate. Cela n'était pas dans le briefing du scénario. C'était Coltrane qui changeait les paramètres en milieu d'exercice. Thorne avait 3 options. Abandonner le nettoyage systématique et se précipiter en haut, continuer à nettoyer au rythme et échouer le délai de la victime, ou trouver une 3e voie. Elle a choisi la 3e. Elle a fini de nettoyer le 2e étage à son rythme méthodique original, refusant de laisser une contrainte temporelle artificielle la pousser à des erreurs. Quand l'étage a été confirmé clair, elle s'est déplacée vers l'escalier du 3e étage et a envoyé Cypher en avant pour vérifier les fils ou dispositifs de pression. Le chien a alerté 2 fois. Thorne a marqué les 2 menaces et a continué vers le haut. La victime était un acteur allongé dans un couloir du 3e étage avec du maquillage simulant une amputation traumatique de la jambe inférieure. Thorne s'est agenouillé à côté de lui et a évalué voies aériennes claires, respiration adequate, hémorragie simulée sévère de l'extrémité inférieure gauche. Elle a appliqué un garrot de combat de son kit de premier secours à sa cuisse supérieure, l'a serré jusqu'à ce que l'hémorragie simulée s'arrête, a noté l'heure sur la carte de la victime avec un marqueur et a appelé une évacuation médicale simulée par radio. Puis elle a continué à nettoyer le reste du 3e étage. Elle n'a pas précipité. Cypher a trouvé 2 dispositifs d'entraînement supplémentaires. Thorne les a marqués tous les 2. Elle est sortie du bâtiment à 1h46 minutes. Cypher marchait à côté d'elle, calme et contrôlée. Coltrane attendait dehors, les bras croisés. Il lui a dit qu'elle avait échoué le délai d'extraction de la victime de 9 minutes. Thorne a fait remarquer que le briefing du scénario n'avait pas mentionné d'opération de victime, que l'introduction d'objectifs médicaux imprévus en milieu d'évolution, sans notification appropriée,
violait les protocoles de sécurité d'entraînement de la NSW et que son nettoyage avait été exécuté selon les normes sans aucune menace manquée. Casey, qui se tenait en silence près des véhicules, a dit à Coltrane de se taire. Puis Casey est entré dans le bâtiment lui-même avec un porte-bloc pour vérifier ses marquages. Il est ressorti 23 minutes plus tard et a confirmé qu'elle avait identifié chaque dispositif d'entraînement dans la structure, y compris 2 qui n'étaient pas listés dans le plan officiel du scénario. Des dispositifs que Coltrane avait placés sans autorisation ou documentation. Ce soir-là, juste après 19 à Azusa, Coltrane a fait son dernier coup. Il a trouvé Thorne dehors des chenilles et lui a dit que si elle voulait le respect de l'équipe, elle devait prouver qu'elle pouvait gérer un chien de travail sous stress réel, pas dans une évolution d'entraînement contrôlée, mais dans une situation où l'instinct et l'agressivité de l'animal étaient pleinement engagés. Il a dit qu'il y avait un test que les équipes utilisaient pour les nouveaux maîtres chiens. On t'enferme dans un enclos avec 3 Malinois de patrouille à Howe Drive qui n'ont pas été nourris depuis 24 heures, et tu démontres le contrôle sans te faire mordre. Il a dit que c'était comme ça qu'il séparait les vrais maîtres chiens des gens qui ne faisaient que remplir de la paperasse. Thorne a demandé si le maître principal Casey avait autorisé cette évolution. Coltrane a dit que cela n'importait pas ce que Casey savait. À 1923, Coltrane et 5 autres SEALs ont escorté Thorne jusqu'à un enclos d'entraînement derrière l'installation des chenilles. L'enclos mesurait 6 mètres sur 6, avec une clôture grillagée de tous côtés, un sol en béton, sans obstacle ni abri. À l'intérieur se trouvaient 3 Malinois mâles, Havoc, Ripper et Axe. Tous les 3 étaient entraînés pour la patrouille et l'appréhension avec des antécédents de morsures. Ils avaient été isolés depuis la nuit précédente avec une nourriture minimale et une eau limitée, une violation des réglementations sur le bien-être animal militaire qui pourrait entraîner une cour martiale si rapportée. Ils faisaient les 100 pas le long de la clôture, agité, observant la porte avec des yeux durs et une posture tendue. Coltrane a déverrouillé la porte et a dit à Thorne d'entrer. Elle a demandé si c'était un événement d'entraînement officiel avec documentation appropriée et supervision de sécurité. Il a dit qu'elle pouvait soit entrer, soit faire ses bagages et quitter Coronado ce soir. Les autres SEALs se tenaient en un demi-cercle lâche. Aucun n'a parlé, aucun n'a objecté. Thorne est entré par la porte. Coltrane l'a claqué derrière elle et l'a verrouillé avec un mousqueton. Il a dit que le test durait 5 minutes. Maintenir le contrôle sans blessure et elle réussissait. Se faire mordre et elle échouait. Essayer de sortir et elle échouait. Il a vérifié sa montre et a dit que le temps démarrait maintenant. Havoc a bougé en premier, 50 kilos de violence contrôlée, avançant en une traque basse avec les oreilles plaquées et les poils hérissés le long de l'échine. Ripper et Axe se sont séparés, la flanquant des 2 côtés. La meute coordonnait comme les chiens militaires sont entraînés à coordonner lors de l'engagement d'une menace. Thorne se tenait au centre de l'enclos, les mains relâchées le long des côtés, son poids équilibré. Sa respiration lente et régulière. Elle n'a pas établi de contact oculaire direct, n'a pas fait de mouvement soudain. Elle existait simplement dans l'espace sans présenter de menace ni de défi. Havoc s'est arrêté à 2,40 m. Un grognement bas a roulé de sa poitrine. Un son qui portait avertissement et évaluation. Thorne n'a pas réagi. Axe a feint de son gauche. Un mouvement rapide conçu pour tester sa réponse. Elle n'a pas tressailli, n'a pas tourné. Son pouls était élevé, mais contrôlé. Son poignet reconstruit la lancinait, mais elle gardait ses mains stables. Puis elle s'est agenouillée lentement, chaque muscle délibéré. Elle s'est abaissée sur un genou, a tourné la tête à droite et a exposé le côté de son cou, la position la plus vulnérable qu'un humain puisse prendre face à un canidé agressif. Dans le langage des chiens, c'était une confiance absolue sans soumission née de la peur. C'était la communication de quelqu'un qui comprenait l'animal complètement et connaissait le risque qu'elle prenait. Elle a tenu la position pendant 5 secondes. Son cœur battait fort. La sueur coulait froide le long de son dos malgré l'air du soir. Puis elle a tendu sa main droite, paume vers le haut, doigts relâchés. Et attendu, Havoc s'est approché. Il a reniflé sa main, reniflé son visage. Son museau était froid et humide contre sa joue. Puis il s'est assis directement devant elle et a penché sa tête en avant jusqu'à ce que son front presse contre sa poitrine. Un geste de confiance et de reconnaissance. Ripper et Axe ont arrêté de tourner. Ils se sont approchés prudemment, ont reniflé sa main tendue et en 40 secondes, les 3 chiens étaient assis en une formation lâche autour d'elle, calmes et concentrés, pas soumis.
Pas vaincu, simplement reconnaissant quelqu'un qui parlait leur langue couramment. Thorne a levé la main et a gratté doucement Havoc derrière son oreille droite, exactement là où elle avait senti de la tension dans ses muscles 2 jours plus tôt. Puis elle s'est levée, a marché jusqu'à la porte et a regardé directement Coltrane à travers le grillage. Elle lui a dit de l'ouvrir. Il n'a pas bougé. Son visage était devenu pâle. Un des autres SEALs, un maître principal nommé Ortiz, a demandé à Coltrane ce qu'il venait de voir. Coltrane a balbutié quelque chose sur la chance ou la coïncidence. Thorne a levé sa main gauche et a roulé sa manche, pressant son épaule contre la clôture pour qu'ils puissent tous voir clairement. Le tatouage était visible maintenant sous les lumières de sécurité, pas juste l'empreinte de patte. My dessous, et en dessous en texte majuscule plus petit. Canine Juliet 7. Ortiz s'est approché. Il a fixé le tatouage pendant plusieurs secondes. Puis il a regardé Thorne et a demandé si elle était la maître chien de la province de Helmand, celle attachée à l'ODA 7915 en 2019, celle dont le chien avait alerté sur un explosif qui avait tué un capitaine et sauvé la moitié d'une équipe d'un dispositif secondaire. Thorne a dit qu'elle l'était. Ortiz s'est tourné vers Coltrane et lui a dit qu'il était un fichu idiot. Puis il a sorti son téléphone et a passé un appel. What minutes plus tard? Le maître principal Casey est arrivé avec le lieutenant-commandeur Dale Pritchard, l'officier en charge du programme de chiens militaires de la SEAL Team 7. Pritchard a jeté un regard à Thorne debout dans l'enclos avec 3 chiens de patrouille allongés calmement à ses pieds et a demandé à Casey qui avait autorisé cela. Casey a pointé Coltrane. Pritchard a dit à Coltrane qu'il était relevé de toutes ses tâches au chenil avec effet immédiat et qu'il ferait face à un mât de capitaine pour utilisation non autorisée de chiens militaires d'une manière qui violait les statuts fédéraux sur le bien-être animal et les réglementations du DoD. Il ferait aussi face à des accusations potentielles pour création d'un environnement de travail hostile et bizutage. Puis Pritchard a ouvert la porte, est entré dans l'enclos et a tendu la main à Thorne. Il lui a dit qu'il avait examiné son dossier de service non expurgé après le rapport de Casey sur l'évolution d'entraînement du matin. Il a dit qu'il n'avait pas su qu'elle était la maître chien de l'incident de Helmand, l'opérateur désigné Juliet 7, qui avait fait partie d'un programme que la plupart des gens dans la NSW ignoraient. Il a dit que si elle était prête à rester à Coronado, il voulait qu'elle prenne le contrôle opérationnel complet du programme K9 et le reconstruise selon des normes réelles. Il a dit que ses équipes avaient besoin de quelqu'un qui comprenait que les chiens n'étaient pas de l'équipement. Ils étaient des coéquipiers. Et si elle pouvait enseigner cela à ses hommes, elle aurait son soutien complet et son autorité pour y arriver. Thorne a regardé Havoc, toujours assis tranquillement à côté d'elle. Elle a touché le tatouage sur son épaule. Puis elle a regardé Pritchard et lui a dit qu'elle resterait aussi longtemps qu'il faudrait pour réparer ce qui était cassé. Le sous-officier de 2e classe, Bridger Coltrane, a été transféré à une unité d'activité de soutien naval à San Diego 2 semaines plus tard avec une lettre de réprimande punitive classée de manière permanente dans son dossier de service. Il a reçu une punition non judiciaire sous l'article 15, réduction au rang de sous-officier de 3e classe, confiscation de la moitié de sa paye pendant 2 mois et 45 jours de restriction à la base. Il n'a pas fait appel. Il n'a pas parlé à Thorne avant son départ. Thorne a emménagé dans un petit bureau adjacent à l'installation des chenils et a commencé à reconstruire systématiquement le programme. Elle a réécrit les procédures d'entraînement standard pour correspondre aux normes actuelles du SOCOM. Elle a institué des évaluations vétérinaires obligatoires tous les 30 jours et des protocoles de repos pour les chiens montrant des indicateurs de stress physique ou comportemental. Elle a fait venir un comportementaliste vétérinaire de la base aérienne de Lackland pour évaluer chaque chien individuellement. L'inflammation de l'articulation carpienne de Havoc a été traitée avec un service restreint et une thérapie physique. Il est revenu au statut opérationnel complet 6 semaines plus tard. Cypher, qui avait été signalé pour disposition en raison de problèmes d'agressivité allégués, est devenu le chien de détection d'explosifs le plus performant du programme en 40 jours. Thorne a aussi restructuré la formation des maîtres chiens, non avec des instructions en classe ou des tests écrits, mais en exigeant que chaque maître chien passe 1 heure chaque jour assis en silence avec son chien assigné, apprenant à lire la communication de l'animal sans ordre ni récompense. Certains SEALs ont résisté au début. D'autres, comme le maître principal Ortiz, ont compris immédiatement. La culture a commencé à changer. Un matin, au début de décembre, un jeune sous-officier de 3e classe nommé Vickers s'est approché de Thorne avec hésitation dehors des chenils.
Il avait 23 ans, 9 mois après l'entraînement de base de démolition sous-marine SEAL, nouvellement assigné au programme K9 contre sa préférence déclarée. Il a dit à Thorne qu'il ne pensait pas être adapté au travail de maître chien. Il a dit qu'il ne comprenait pas comment communiquer avec les animaux. Il a dit qu'il était inquiet d'échouer et d'être exclu de l'équipe. Thorne lui a demandé s'il avait déjà eu peur d'échouer à autre chose. Il a dit oui. Elle a demandé s'il avait abandonné. Il a dit non. Elle lui a dit que c'était la seule chose qu'il avait besoin de savoir sur lui-même. Puis, elle lui a remis la laisse de Cypher et lui a dit de l'emmener en promenade. Pas une promenade d'entraînement, pas une répétition de mission, juste une promenade où il ne prêtait attention à rien d'autre qu'à ce que le chien communiquait. Il est revenu 90 minutes plus tard avec une expression différente sur le visage. Il a demandé s'il pouvait travailler avec Cypher à nouveau le lendemain. Thorne lui a dit qu'il pouvait travailler avec elle tous les jours s'il s'engageait à vraiment apprendre. Ce soir-là, Thorne se tenait seul dans les chenils après que tout le monde ait sécurisé pour la nuit. Les chiens étaient calmes. Norris, reposant dans des enclos propres avec de l'eau fraîche. Elle a marché lentement le long de la ligne, vérifiant les niveaux des bols, ajustant la litière, passant sa main le long du grillage quand elle a atteint l'enclos de Havoc. Elle s'est arrêtée. Le grand Malinois s'est levé de son lit et est venu à la porte, pressant sa tête contre sa main à travers la clôture. Elle a pensé à Greet, à la promesse qu'elle avait faite dans un hôpital allemand, avec son bras maintenu par du titane et son avenir incertain, à tous les chiens qu'elle avait entraînés, perdus et sauvés au cours de 8 ans, au maître chien qu'elle enseignait à vraiment écouter au lieu de juste donner des ordres, le poids était toujours là. Il serait toujours là, mais pour la première fois depuis Helmand, il ressemblait moins à un fardeau et plus à un but qu'elle avait choisi délibérément. Elle a touché le tatouage sur son épaule, celui qui ne s'effacerait jamais, celui qui lui rappelait chaque jour pourquoi ce travail comptait. Puis elle a éteint les lumières du plafond et est sortie dans la nuit fraîche de Californie, laissant les chenils calmes et en sécurité derrière elle. Lect. What's the matter? What am I missing? Oh, slants. You're talking about the slabs. Way! Did you see that, man? He tossed him downtown. God, you are such a beautiful creature. A whole 7 cookies. Well done, End. You have come by. You've come around. I appreciate your work. So, I thought I heard your TikTok. I am on camera. Thank you. Thank you. Wow. The things I've seen. Okay, Lecky. 3-pointer? That's a double-double. That's a hole-in-one? Where? Don't distract me with questions regarding my partner's clothing. There's another kitty! I gotta get the fish. Everyone, calm down. It's time to get fish. Get Spotty Cat. I said this at the start of the stream. One of my goals is to get Finch. I mean, Cat. Cat, get Finch. You understand. You know what I'm saying. Finch. Yes. Oh, I'm going to make a new friend. You're not my friend. Hala. Hubuda. I know people want me to hit on the down, but when he hits me away, how am I meant to hit on the down? Giant's a nudist. Part of his religion, innit? Oh, super. What you need, super, is Cam to guide you and teach you how to make computer good. That's what I do.
Oh, I'm glad you fixed it though. You. I've been having trouble with my mouse. My mouse has been a bastard. Oh. Uh-oh. Is everyone okay? Is everyone alive in there? Yeah, get him, llamas. I'll help. Oh, yes, team effort. Well done, everyone. Is everyone? Everyone's okay. Everyone's fine. Right. Cat. Kitty. No, come back. Come back. Mother has fish. Yes. Yes. Blech. Oh, wait. Do I have to right-click you? Yes. Rare tooth fisher. Oh, perfect creature. Can't see shit because they're cross-eyed, but it's perfect. Oh. Wow. Well, that was exciting, wasn't it? Apollo cat? Or yes, Apollo cat. Sir, I bring gifts of love and affection for you. Please come back to me. Don't despawn. Imagine if this is the same cat who just wandered all the way over here. This zombie's gonna ruin it for me, isn't it?